Bonjour Paul. Bonjour Arnaud. Alors vous travaillez depuis une trentaine d'années dans le secteur automobile et vous avez une longue expérience des projets menés en environnement international. Durant ce parcours qui est bien évidemment très riche, y a-t-il des problématiques qui vous ont plus marqué que d'autres? Oui, le vrai challenge pour l'industrie automobile est la fabrication. Comment parvenir à produire 40 à 60 véhicules par heure, 250 jours par an et faisant intervenir 1000 à 2000 fournisseurs. Ceci de façon rentable et dans la durée. C'est sur ce point que se concentrent tous les efforts dès la conception du véhicule. Aujourd'hui, pratiquement tous les fournisseurs d'automobiles sont certifiés IATF 16949. Cette certification valide l'ensemble des processus de l'entreprise et pourtant deux problématiques ne sont toujours pas résolues. L'optimisation des coûts a fragmenté la chaîne de valeur et réduit les stocks intermédiaires. Il n'y a plus de fournisseurs pouvant se substituer à un autre rapidement. Le moindre dysfonctionnement d'un fabricant ou d'un fournisseur provoque une crise majeure. La deuxième problématique est l'absence d'évaluation efficace de la solidité financière de l'entreprise. Comment s'assurer qu'une entreprise sera financièrement saine 3 à 10 ans après un appel d'offres? L'arrivée de la Chine, et dans une moindre mesure de l'Inde, n'a pas créé ces problématiques. Elle ne les a rendues que plus prégnantes. Alors si je comprends bien, la grande problématique qui est en filigrane des sujets que vous venez d'évoquer, c'est la notion de risque. Alors c'est assez étonnant, hein, parce qu'on sait que dans le secteur automobile, le management des risques est particulièrement bien structuré. Je pense par exemple à la conduite systématique des AMDEC lorsqu'on développe un nouveau produit. Oui, je pense qu'elles sont sous-estimées. Si je considère les crises que j'ai eu à traiter ces 10 dernières années, je peux les classer en deux catégories. Les problèmes de non-conformité des produits en raison d'une erreur de fabrication ou de conception. Aucune de ces crises n'a eu de conséquences en termes de qualité ou de performance pour le véhicule. Cela a parfois été très coûteux, mais ponctuel. Les outils tels que les AMDEC ou le système de production Toyota sont très efficaces. La deuxième catégorie concerne les problèmes financiers et juridiques. Les dépôts de bilan, les fusions-acquisitions mal préparées, les erreurs en termes de financement d'entreprise, l'arrivée d'investisseurs hors industrie automobile. Ce sont des crises perlées qui demandent des redéveloppements et des réindustrialisations sur plusieurs années. Toutes les entreprises participantes au même projet sont affectées. Je vous donne un exemple. La mort lente de l'industrie automobile aux États-Unis a des conséquences globales. Prises à la gorge, ces entreprises multi-restructurées dénoncent leurs contrats sans préavis, stoppent leur livraison en préalable à une négociation, ferment des usines sans s'assurer du transfert des produits. À mon sens, il s'agit avant tout d'un problème culturel. Et la solution est également culturelle. Plus les intervenants partagent une même culture industrielle basée sur une forme d'harmonie et un sens de la continuité, plus le succès est possible. En ce sens, la Chine peut être un bien meilleur partenaire que les États-Unis. Comme vous le savez, Paul, le management des risques ne se limite pas à un simple recensement des facteurs pour améliorer la marche d'un projet, puisque l'on cherche également à mettre en place des réponses appropriées. Dans votre article qui est paru en mars 2019 dans la revue Gérer et Comprendre, l'une des 4 séries trimestrielles des Annales des mines, vous présentez différents risques liés à la propriété intellectuelle et à la corruption en Chine. Dans ces cas bien particuliers, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'agir de manière préventive et si oui, comment? Effectivement, je ne veux pas ignorer les problèmes que pose la Chine. Le pillage de la propriété intellectuelle et la corruption sont des obstacles majeurs. Cela s'applique aussi à d'autres pays dont l'Inde. En France, la loi Sapin II de 2016 impose à toute entreprise de plus de 500 millions d'euros d'établir une cartographie des risques liés à la corruption. L'anticipation est donc l'analyse avant, c'est le mot important, avant toute action ou prise de contact sur place. C'est-à-dire faire appel à l'intelligence économique, cartographier les risques. Pour ne donner que l'exemple des Chinois qui ont eu l'autorisation d'étudier en Occident avant 1976, ils occupent maintenant des positions clés. Ils sont étroitement liés au Parti communiste chinois, qui est l'outil de collecte de la corruption. Les identifier est aisé, les découvrir après coup est une erreur coûteuse. Selon la littérature, que je peux confirmer par expérience, le coût de la corruption en Chine est de l'ordre de 10 à 15% du chiffre d'affaires. Cela vaut le coup de s'y préparer avant. J'aurais une dernière question d'ordre général à vous poser. Si l'on regarde l'évolution du management de projet durant ces 5 dernières années, on constate que maîtriser la dimension risque devient un sujet de plus en plus central. À titre personnel, que pensez-vous de cette tendance? Il s'agit pour moi d'une adaptation à une réalité. Les entreprises sont de plus en plus exposées à des risques de plus en plus variés. Si je ne considère que les plus importantes en termes de coûts, je pense que nous ne sommes qu'au début d'un renforcement du droit, notamment en termes d'action de groupe et de dommages punitifs. Je pense également que nous n'avons pas encore vraiment perçu les risques environnementaux pour l'entreprise. Les entreprises vont devoir, plus que les citoyens ou les consommateurs, assumer ces risques et donc apprendre à les gérer.
Eh bien, merci Paul d'avoir partagé avec nous votre expérience et vos réflexions. Merci Arnaud.